Comme je dis, c'est bien, j'ai pas la pression, ça déborde de l'attente, c'est cool. C'est bon, ça enregistre. Au titre, non, pas titre, les enfants. Attention, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Bien, bonjour YouTube aussi, même si je dis bonjour avec du retard. Comme toujours, on va commencer par les présentations. Je suis l'odieux connard, j'ai pour pseudonyme Julien Hervieux, ça c'est pour l'état civil. Accessoirement, je tiens un truc qui s'appelle le blog d'un odieux connard. Voilà, là, c'est original. Et une chaîne YouTube qui s'appelle Le Petit Théâtre des Opérations, où il est question de la petite histoire militaire débile cachée dans la grande. Le principe de la conférence, 1 heure d'anecdotes débiles d'histoire militaire. On est donc parti, est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. C'est bon pour eux, semble-t-il. Alors, on va commencer par une histoire très courte pour se mettre en jambe. On va revenir en 1795. Mais bien sûr que je connais, c'est ça, oui. Tiens. Genre, c'est ça, ma grand-mère l'a connu. 1795, la France est un peu en guerre avec pas mal de monde, hein, les guerres révolutionnaires, tout ça. Et entre autres, une de ces armées va rentrer aux Pays-Bas. C'est sympa, c'est joli, il y a des tulipes. Ils arrivent à Amsterdam, et l'hiver étant là, tout le monde dit on va prendre nos quartiers d'hiver, parce que faire la guerre en hiver, c'est une mauvaise idée. L'histoire l'a prouvé à plusieurs reprises, c'est pas génial. Bon. Les mecs s'installent, et là il y a un messager qui va débarquer voir l'armée française qui dit les gars, il y a un truc qu'il va falloir prendre en compte, c'est que on vient de repérer la flotte hollandaise, elle est au mouillage au large du port du Helder, qui est à 80 km d'ici. Donc ce qui serait bien, ce serait qu'on envoie un groupe armé sur place pour surveiller quand même un peu ce qu'ils vont faire. Si jamais ils bougent, si jamais ils tentent un débarquement, donc allez-y, allez voir. L'armée française va envoyer un petit groupe sur place, un peu de cavalerie, un peu d'infanterie, de la logistique en général. Et quand ils arrivent sur place, les renseignements sont bons. La flotte hollandaise est en partie au large du Helder, et il se trouve qu'il fait très froid, et il y a de la banquise. Les Français regardent ça, les Hollandais regardent ça, et arrive le personnage central de cette histoire, la mère Catherine. La mère Catherine, c'est la cantinière, et elle a ramené de la gnôle. Ce qui fait que les hussards viennent se servir, l'infanterie légère vient se servir, tout le monde est bourré, on se regarde mutuellement avec les yeux de l'amour. Les hussards regardent l'infanterie, regardent la banquise, l'infanterie lui rend le regard, regarde la banquise, et une idée parfaitement conne de la réalité, ils se disent « et si on chargeait sur la banquise ?» Les hussards se disent, quitte à être bien long sur la banquise, on va charger l'infanterie légère en groupe, histoire de vraiment avoir toutes les chances de se vautrer comme des merdes, et partent à fond les ballons vers les Hollandais. Donc les Hollandais voient une charge de cavalerie qui arrive sur mer. Donc ça serait bien qu'on leur tire dessus quand même, sauf qu'ils peuvent pas manœuvrer, ils sont pris dans la banquise. Résultat, ils sont pris d'assaut par une charge de cavalerie de gars bourrés. Avec des gars bourrés qui commencent à monter à bord et leur disent « ah, alors en fait on se rend, juste parce que c'est n'importe quoi, on arrête. » La cavalerie française vient de saisir en mer un total de 5 navires de ligne, c'est gros, 3 frégates, 10 navires marchands pour un total de 18 navires et 850 canots. C'est l'une des plus grosses prises maritimes de l'histoire, et j'insiste, faite par des cavaliers bourrés. Au loin, il y avait un navire anglais qui était amarré, qui fait nom de Dieu de merde, mais qu'est-ce qui se passe? Donc les mecs se disent, on va briser la banquise, on se casse. Donc commence à péter la banquise devant eux, les cavaliers. C'est pas anglais ça là-bas. Donc ils chargent, deuxième charge de cavalerie qui reprend le navire anglais. Un petit amende pour exécutation banquise, parce que excuse-moi, moi je suis à cheval, toi t'es en bateau, ça n'a aucun sens que tu sois là. Résultat, la nouvelle fait le tour du monde, et c'est la seule fois de l'histoire où une charge de cavalerie a réussi à capturer en mer une flotte entière. C'était court, c'était pour se mettre en jambe. On va aller sur un peu plus long. On va aller voir un nom que vous connaissez peut-être. Si vous fréquentez le métro parisien, dans quel cas vous avez beaucoup de chance. Paris. Il s'appelle Doménil. On va parler d'un garçon qui s'appelle Doménil, ça tombe bien quand même, et j'ai le temps qui n'arrête pas de couper et de se remettre, donc je préfère prévenir la régie. Donc, nous avons... C'est le métro. C'est la censure. Nous avons un faux contact, je pense. Il faudra couper au montage YouTube, tu ne me vois plus, je peux faire plein de blagues honteuses. Vas-y. Et voilà qu'on fait disparaître quelque chose du montage. Ça a l'air de plus couper. Je continue. On s'y remet. Tout va bien. Donc, Doménil.
Perry, c'est une malédiction. Changement. Ah, et de retour. Ouais. Alors démerdez-vous, faut pas que ça soit au montage, donc je vais prendre la même pause. YouTube, tu n'as rien vu, et je n'ai rien dit entre temps. Alors, nous allons parler d'un personnage du nom de Doménil. Doménil, il faut revenir à la fin, pareil, du XVIIIe siècle. Donc c'est un garçon qui va se révéler être, comme souvent, assez indiscipliné, plutôt bagarreur. C'est un élève qui pète la gueule un peu à tout le monde à l'école. Sauf qu'à force de péter des gueules, il y a un jour il pète la gueule au mauvais gars. C'est pas qu'il est plus costaud, c'est que c'est un soldat de l'armée française, et en fait ça finit en duel et il le tue. Il a 17 ans, et du coup il a cherché pour meurtre. Doménil se dit, bon, j'ai tué un militaire, où est-ce que je vais me cacher, on ne pourra jamais penser à aller me chercher, mais à l'armée bien sûr. Donc Doménil se casse, va à l'armée, rejoint le 22e régiment de chasseurs, qui est un régiment à cheval. Et il n'est pas logé dans la caserne, et ça a son importance, parce que Doménil va être logé chez 3 jeunes filles, qui le trouvent tout à fait charmant, et il y a un soir où il y a une fête. Et n'ont le droit de venir que les femmes et les officiers. Doménil n'est pas un officier, donc il sera une femme. Il se déguise, il va à la teuf, et comme il est plutôt beau gosse, il rend très très bien, en plus, en jeune femme. Donc ça se passe bien, il commence à être invité par des officiers à danser. À un moment, il y a un capitaine qui demande un mariage, et là c'est écoute mon capitaine, on est un petit peu loin là quand même, on va se calmer. Donc les mecs disent, attends mais t'es un de mes mecs, qu'est-ce que tu fous à la soirée? Donc déjà, ils repèrent que Doménil, le principe du respect des règles, c'est pas sa spécialité. Mais c'est pas grave, parce que ils vont partir en guerre, Napoléon va passer les Alpes, il va avoir besoin de mecs qui vont en avant vérifier s'il n'y a pas des embuscades ou tomber dedans au besoin, ce qu'on appelle les guides, qui deviendront la garde. Donc il est volontaire pour ses troupes qui sont un peu l'élite, et il va s'y illustrer. Mais comment il va s'y illustrer dans l'armée de Napoléon? Eh bien parce qu'il aime bien protéger les gens, et il va le prouver. À commencer par un certain Napoléon. Puisqu'à un moment, le général Bonaparte est un peu enlisé à la bataille d'Arcole, et il y a plein de mecs en face qui sont en train d'abaisser leurs fusils vers lui, et juste là, il sait qu'il va se faire défoncer. Et là, j'ai pas le thème de bodyguard à vous balancer, mais il faut imaginer un mec qui court à ralenti en disant non, et se jette sur Napoléon, se fait blesser à sa place. Il a son pote qui s'appelle Mussy qui est avec lui. Les deux se jettent sur Napoléon et le sauvent. Napoléon dit quel soldat! Je vais les garder près de moi. Et il a raison, puisque par la suite, il y a un siège, et du haut des remparts, quelqu'un balance une bombe sur Napoléon. Napoléon, ah, ça c'est pas bon signe. Qui arrive en disant et se mange la bombe. Ah, putain, vous êtes bons tous les deux quand même. Pas de problème, chef. Mais là où il met le niveau encore au-dessus, c'est que Spider-Man n'a rien inventé. Un jour, Doménil est tranquille. Tout d'un coup, il sent que son Doménil Sound, c'est en train de tingling, comme on dit. Et donc, Napoléon, à ce moment-là, est assis sur un canon. Et il est en train d'observer une bataille à longue vue. Doménil arrive vers lui, le soulève comme un bébé, d'après les témoins, et le pose par terre. Napoléon fait « Putain, mais tu te crois où, toi ?» Donc il commence à l'engueuler, il y a un général qui prend sa place sur le canon, et là, il y a un boulet qui passe et qui coupe le général en deux. Napoléon, il dit « Putain, mais en fait, comment t'as fait ce coup-là ?» « Je sais pas, je l'ai senti. » Il continue à te garder. Mais, je vous l'ai dit, Doménil est bagarreur, et donc après chaque promotion pour ça, il est aussitôt dégradé pour s'être battu. Alors, comme il est proche de Napoléon, il tente de feinter un peu. Par exemple, il sait que Napoléon, il aime bien les drapeaux ennemis. Donc, en cas de bataille, Doménil part tout seul. Il fait là, un drapeau. Donc, il fonce sur un régiment qui n'a rien demandé. Il commence à leur péter la gueule. Il dit, je m'en fous, je veux juste le drapeau. Il prend le drapeau, il fonce. Il retourne et le jette au pied de Napoléon. Et Napoléon fait non. Putain, donc il y retourne, il trouve un deuxième régiment, un régiment de la garde autrichienne, machin. Il fonce, il y va, il leur pète la gueule, il prend le drapeau parce qu'il est plus brillant. Il le ramène au pied de Napoléon. Napoléon, bon d'accord. Je te rends ton grade. Il rend son grade et le lendemain il se bat, il est dégrade. Ça va tourner mal quand il va se rendre au Caire, puisqu'au Caire, il va se retrouver, alors qu'il est dégradé, au cœur d'une très grosse baston dans laquelle sont mêlés des officiers très gradés. Résultat, les officiers disent, alors non là ça commence à bien faire, tous les soldats qui se sont battus, dont ce monsieur Doménil, peloton d'exécution. Donc, il est jeté en cellule et on lui dit, tu seras fusillé demain à l'aube. Napoléon, qui apprend que son garde du corps préféré, qui surnomme son ange gardien, va mourir, dit, bah attendez, hein, je vais faire une lettre de grâce. Donc il lui envoie. Et quand Doménil la reçoit, il dit au messager, est-ce que la même lettre a été remise à mes camarades de bataille, ceux qui se sont bagarrés avec vous, de votre côté?
Oui, oui. Non, ils n'ont pas eu de lettre de grâce. Et donc il dit, mais dans ce cas, je la refuse. Donc le lendemain, il marche jusqu'à son peloton d'exécution, il y va, on tire, tout le monde tombe, sauf Doménil. Et il y a un gars qui vient le voir et qui lui dit, quand Napoléon te gracie, Napoléon te gracie. Doménil se dit, je m'en fous, je mourrai autrement. Alors comment faire? Alors Doménil, à un moment, lui dit, l'armée française n'a plus beaucoup de munitions, surtout pour ses canons. Doménil dit, j'ai la solution. Ils sont en train d'assiéger un fort, il y a une plage à proximité. Doménil se rend sur la plage et commence à danser le cha-cha, sensuellement. Les artilleurs font glisser ce connard, tirer dessus, ils tirent, et dès qu'il y a un boulet qui arrive, il fait vite, et quand il tombe dans le sable, il dit, là, boulet, il n'y a plus qu'à ramasser. Et donc il passe son temps à faire tirer les artilleurs pour leur voler leur boulet. Techniquement, il lui donne. Bon, ça va marcher à un moment, on est en 1809, à la bataille de Wagram. Celle où un certain général Lassalle, dont on a parlé l'an dernier, meurt. Un boulet va traverser Mussy, son meilleur pote, va traverser le cheval de Doménil, et le cheval lesté du boulet vont tomber sur Doménil. Doménil perd la jambe. C'est plus difficile de rester à côté de Napoléon, donc on l'envoie en convalescence, il est amputé. Et Napoléon dit, ça me fait chier, j'ai quand même perdu mon ange gardien, donc j'aimerais montrer que j'ai une certaine affection pour lui. Donc c'est pas un messager qui va les prendre de ses nouvelles, c'est pas un officier, c'est un maréchal d'Empire que je vais envoyer. Donc vraiment les gros, c'est comme envoyer un ministre à son chevet. Maréchal d'Empire arrive dans la chambre de Doménil, et il voit Doménil qui a enroulé sa jambe coupée dans des bandages, a dessiné un visage sur le moignon et la berce en disant « Vous direz à l'empereur que la maman va bien, le bébé aussi ». Maréchal était là genre « Putain, Doménil, quoi ». Bon, Napoléon dit « Il est rigolo, j'aime bien les gens rigolos ». Donc mettez-lui une jambe de bois, et surtout il lui dit « Bon, écoute mon petit Doménil, t'as veillé sur ma personne, maintenant tu vas veiller sur ce que j'ai de plus important, mes armes. » Donc, désormais, on a le fort de Vincennes, qui est le fort où j'ai toutes mes armes qui partiront ravitailler mes armées. Tu en as la garde, personne ne doit mettre la main sur les armes de la France. Est-ce que c'est clair? Oui. Bon. Napoléon part en Russie. Qui a dit qu'il fallait pas faire la guerre en hiver? Bon. Napoléon revient, les Russes envahissent la France, les Russes mettent une raclée un peu à tout le monde, et la France finit par tomber. Il y a des canons abandonnés dans les rues de Paris, des fusils. Et les Russes disent, demain matin, on ira ramasser tout ça. Et comme ça, tout ira. Le lendemain, les Russes arrivent, les rues de Paris n'ont jamais été aussi propres. Il n'y a pas des canons ici? Donc ils vont voir un habitant et disent, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le général Doménil. Il est sorti cette nuit avec ses hommes, et il a nettoyé tout Paris. Oh putain. C'est qui ce Doménil? Vous pouvez le trouver à Vincennes. Donc les mecs vont à Vincennes, et donc ils envoient un messager qui dit, Vincennes, la France s'est rendue, rendez-vous! Doménil arrive sur les remparts et répond, rends-moi ma jambe et je te rends Vincennes. Ok, il a l'air bizarre, lui, quand même. Donc il dit, splendide! Rendez-vous, on vous fait exploser. Doménil fait monter sur les remparts, il l'avait déjà à côté de lui, il avait prévu sur le coup un baril de poudre, il prend de quoi l'allumer, il dit, ok, mais c'est moi qui commence. Et en plus, il lui dit dans le détail, une fois que je vous aurais fait sauter, si je vous croise en l'air, je vous rate pas. Les Russes disent, bon, il a l'air un peu malade ce garçon, on va prendre de la distance, et on va assiéger Vincennes. Et donc toute la France s'est rendue, sauf Vincennes. Avec Doménil qui dit, je me rendrai quand vous jurerez que toutes les armes que j'ai restent à la France et ne vous reviennent jamais. Il dit, putain, mais t'es con, c'est les ordres de Napoléon. Oui, bah c'est mes ordres. Mais Napoléon, il s'est rendu, il y a un nouveau gouvernement. Je vous emmerde. Bon. Durant 120 jours, Paris peut entendre Vincennes tirer régulièrement. Les Russes ont des pertes, les Russes en ont marre. Les Russes finissent à dire, écoute, t'es trop chiant. On te laisse les armes. Juste, tu nous emmerdes. Donc là, Doménil dit, très bien, j'ai accompli mes ordres, les armes restent à la France, j'ouvre les portes de Vincennes. Les Russes tiennent leur parole, s'en vont. Les royalistes disent, bravo Doménil, tu as sauvé nos armes, mais tu es bonapartiste, tu les caches. Ça va être bien. Celle-là, on sait pas si elle sera sur YouTube. Donc, une fois qu'il a fait ça, Napoléon, heureusement, revient pour les 100 jours. Et dit, mais qui pourrait garder Vincennes et mes armes? Donc Doménil, bon Doménil, on fait la même, tu gardes les armes de la France. Moi, je repars à la guerre. Napoléon reprend sa fessée. Qui arrive cette fois? Ce sont les Prussiens. Et les Prussiens, on leur a dit que Vincennes, il y avait un mec un peu bizarre. Donc tu prends le village, mais tu prends pas le fort. Le fort, il est dedans, il faut pas y aller. Ils font ça, ils se font attaquer dans la nuit, puis en journée, et ils se font voler leur canon par Doménil qui a dit, si t'approches pas, moi j'arrive. Résultat, désormais, non seulement Doménil a les armes de la France, mais il a partie des armes de la Prusse.
Donc là, Blücher commande les Prussiens, il dit bon, alors lui on sait qu'il est un peu malade, je sais comment on va l'avoir. Donc il fait envoyer un messager qui dit écoutez, Napoléon a abdiqué, le nouveau gouvernement est royaliste. Vous savez très bien ce qui va se passer, sitôt vous serez rendu, vous n'aurez plus rien, vous serez viré. Donc, je vous offre 1 million de francs, ce qui est énorme à l'époque, pour me rendre Vincennes. Et comme ça, au moins vous aurez quelque chose, et vos enfants, ils hériteront de quelque chose au lieu de votre pauvreté. Réponse de Doménil, mes enfants hériteront de mon honneur, bonne journée. Ils refont un siège, ils ne craquent pas, c'est les Prussiens qui craquent en premier. Doménil obtient que toutes les armes restent à la France, même les canons prussiens. Mais en fait, on lui donne, c'est tombé. Et Vincennes n'est pas prise. Le nouveau gouvernement remercie Doménil en le renvoyant, et Doménil va disparaître durant 15 ans. Mais 15 ans plus tard, révolution de 1830. Vincennes est désormais une prison, on a besoin de quelqu'un qui soit sûr pour la garder. Doménil, ce jour-là, il est sur sa terrasse et il y a des mecs qui arrivent en bateau sur la Seine. Doménil, ramène-toi, il y a un truc à garder. Oh oui, il y en a. Alors le marquis de Puivert, qui était le directeur de la forteresse, c'est lui qui avait déjà été nommé 2 fois pour le remplacer, un coup de jambe de bois au cul, et puis voilà. Et donc il reprend ses fonctions, et on lui dit, et dans le donjon de Vincennes, les prisonniers, c'est tous les ministres royalistes qui vous ont fait chier. Mais Doménil est un homme d'honneur, et donc il dit, je leur montrerai que je suis le meilleur geôlier qu'ils auraient jamais pu avoir. Et du coup, il se montre super généreux, et il les dégoûte tellement il est sympa. Il y a même un soir une foule en colère qui arrive près de Vincennes, en hurlant « À mort les ministres !» Et donc, le pont-levis de Vincennes s'ouvre, et il y a juste Doménil. Et là, tout le monde fait « Ah, dis à mort, toi, parce que moi, j'ai plus envie, en fait. » Donc, Doménil leur dit « J'ai pu entendre un truc, là. » Et non, en fait, il n'y a pas de problème, monsieur Doménil, hein, on passait juste. Et donc, il leur dit « Ah, vous passiez juste ? Et bien, dans ce cas, si vous vouliez vraiment visiter le donjon, mettez-vous par groupe de 12 et je vous fais visiter. » Le mec invente les journées du patrimoine. Et une fois qu'ils se sont barrés, tous ces ministres vont être évacués de nuit, justement, pour aller à leur procès, pour pas être attaqués. Et il y aura un seul ministre qui était malade, qui lui partira seul dans un carrosse 2 jours. Il y a une foule qui va se dire lui, on se le fait. Et quand ils approchent, ils voient un mec avec un flingue à bord qui dit non, vraiment, t'as pas envie. Putain, c'est Doménil. Voilà. Donc il laisse tomber. À la fin, il est tellement populaire que, à l'Assemblée, qui est pourtant royaliste, il y a un député royaliste qui dit bon, quand même, Doménil, il est bonapartiste. Allez, on vote, on le dégage. Moi, je vote, on le dégage. Il y a 300 voix contre lui qui disent non, on le dégage pas. Donc 300 contre 1, ça passe pas. Et sachez que Doménil, ce qui va finir par l'avoir, ce ne sera donc ni la Russie, ni les Prussiens, ni les royalistes. C'est qu'il est tellement proche de ces hommes que quand une épidémie de choléra va éclater, il va aller à leur chevet, choper le choléra, mourir. Mais, dans son épitaphe, on gardera l'idée que Doménil, ce fut un homme qui, à la fin, n'a voulu ni se rendre, ni se vendre. Et ça sera pourquoi aujourd'hui vous avez la station Doménil à Paris. On va rendre visite aux Anglais un peu. Il y a des Anglais dans la salle apparemment. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas être fier de ce genre de choses, ça, madame. C'est pas grave, vous êtes à moitié humaine quand même, vous aimez bien. Alors, on va justement aller rendre visite à quelqu'un qui était plus british que vous. C'est le Major Digby Tatham, qu'on appellera le Major Digby pour les besoins du scénario. Major Digby, avant la Seconde Guerre mondiale, lui, il veut s'engager dans les troupes aéroportées britanniques. Il va y arriver. Mais, je ne sais pas si vous vous souvenez de Mad Jack Churchill, dont on entend parler dans une excellente BD, l'anglais qui refusait de se battre avec autre chose qu'un arc et une épée longue durant la Seconde Guerre mondiale. Bon. Eh ben, lui, il va tenter de mettre le niveau du dessus. Alors, comment fait-il ? Déjà, là, on lui dit, bon, écoute, on est des parachutistes, donc un truc qui est indispensable pour nous, c'est les radios. Parce que quand on est isolé, on aura besoin de communiquer. Il dit, non, la radio, c'est trop moderne et ça pue. Moi, je communiquerai au clairon de chasse. Ça tombe jamais en panne. Et donc, le pauvre Hans, quand il se faisait attaquer par Digby, donc il se sortait chassé par une troupe de lévriers au fond des bois. C'est quoi ce bordel ? C'est le Major Digby, et tout va bien. Bon. Déjà, ça, c'est correct. Mais là où il monte le game, c'est qu'il dit, non mais le fusil, c'est encombrant et c'est chiant. Moi, je vais combattre avec un parapluie. Alors, pourquoi un parapluie ? Parce qu'il disait, j'avais beaucoup de difficultés à me souvenir des mots de passe. Or, c'est indispensable quand on est para. Et donc, je me suis dit, qui tirerait sur un mec avec un parapluie en pensant que c'est autre chose qu'un anglais ?
Et donc, armé de seulement un parapluie et son clairon de chasse, il va se faire larguer au-dessus d'Arnhem durant l'opération Market Garden. Alors, l'opération Market Garden, c'est en 1944, c'est une opération qui se passe aux Pays-Bas, où on va larguer des parachutistes sur différentes villes pour qu'ils capturent des ponts, et qu'ensuite on y fasse passer des blindés pour qu'ils rentrent en Allemagne et qu'ils finissent la guerre pour Noël 1944. Bon. Si vous avez un peu de mémoire de vos cours, ça s'est pas bien passé, visiblement. En fait, quand ils sont largués, ce qu'ils ignorent, sur leur a dit non, mais les Allemands dans le coin, c'est que des vieux régiments pourris, c'est des vieux, des enfants. Les bons régiments, ils sont sur le front de l'Est. Sauf qu'en fait, les régiments du front de l'Est au repos, ils sont là. Donc il y a des divisions blindées, il y a des SS, il y a tout ce que tu veux pas tomber, surtout en termes de parachutistes. Bon. Il arrive sur Arnhem, mais c'est pas grave s'il a un parapluie, parce qu'il y a des blindés, mais il va défoncer un blindé à coup de parapluie. Alors, mais comment peut-on faire ça? Eh bien, c'est facile. Il a vu une automitrailleuse blindée qui menaçait ses hommes, il l'a chargée. Alors, sachant qu'au passage, donc il n'avait pas le droit de sauter avec un chapeau melon, mais il en a trouvé un dans Arnhem, donc il a mis un chapeau melon. Il a attaqué avec son parapluie, l'Allemand a dû dire « Oh mon Dieu, mon sang se transforme en thé, que se passe-t-il » Il est arrivé, il a dit « Tu vois ça, je le mets dans le trou du conducteur, paf dans l'œil, et maintenant j'ouvre !» Ça roulait moins après, hein. Le mec s'est pris un parapluie dans l'œil, et après il s'est fait le char tout seul. Motivé le garçon. Pendant qu'il a eu ce problème, il aperçoit un chapelain peu après, qui est en train de s'occuper des blessés qui sont sur le pont, et le mec a une telle grêle de balles, de mitrailleuses, qui fauche tout ce qui passe sur le pont, que le chapelain il est bloqué dans un coin, il n'ose pas sortir. Lui, il court au milieu des balles, va chercher le chapelain, et lui dit « Je vais vous sortir de là ». Il dit « Mais comment ? Vous inquiétez pas, j'ai un parapluie. » Il dit « Je crois en Dieu, mais quand même. » Ce qui fait qu'il y a un officier anglais qui dit « Bon, Digby, ça commence à bien faire des conneries, vous allez prendre un fusil, parce que votre parapluie, il sert à rien. » Et sa réponse, ça sera « Oui, mais s'il pleut. » Mais il se bat jusqu'au bout, et ça tombe bien, parce qu'à un moment, ils ont un problème, les radios tombent en panne. Donc les Anglais entendent, enfin les Allemands entendent. Bon, je sais pas ce qu'on attaque, mais ça ne ressemble à rien. Il y a déjà Hans qui a fait un coup de parapluie dans l'œil, regardez, il a l'air malheureux. Bon, on va réduire cette poche, puis on va arrêter les conneries. Il parvient à envoyer un dernier message au Major Digby, avec une radio qui fonctionne, et qui est « Plus de munitions, Dieu sauve le roi ». C'est le dernier message que Londres recevra de lui, parce que les Allemands le chopent, il est blessé, ils le trimballent jusqu'à un hôpital, ils lui mettent une jolie petite robe d'hôpital, hein. Et sitôt que les infirmières allemandes ont le dos tourné, que fait Digby? Eh ben, il prend un parapluie, il saute par la fenêtre. Et donc les Allemands font putain, on est attaqué par Mary Poppins, ça court en robe et c'est un parapluie, regarde. Bon, très bien. Il fuit, il parvient à trouver une maison dans laquelle il y a des mecs qui veulent bien l'aider, qui lui disent bah là, les Allemands ont écrasé tous les parachutistes, la ville est entièrement occupée, tu pourras pas regagner les lignes anglaises, donc tu vas devoir rester avec nous, on va te faire des faux papiers de sourd-muet. Donc il a ses papiers de sourd-muet, ce qui est un peu suspect quand même, hein, bon. Mais c'est le sourd-muet le plus sympa d'Arnhem, puisque par exemple, à un moment, il y a des Allemands qui n'arrivent pas à sortir une Jeep d'un fossé, il va les aider à pousser. Résultat, ils se disent, il est sympa, lui, oui, c'est le mec que tu recherches depuis des semaines, en fait. Donc tu m'étonnes qu'il est sympa. Et mieux encore, il y a des Allemands qui vont être affectés à la maison dans laquelle il loge, et donc tous les matins, ils prenaient le petit-déj avec le mec qui recherchait. Et en face, à faire, moi, je prends mon parapluie, puis je vais rendre visite à mes hommes, puisque oui, il y a encore des parachutistes isolés dans Arnhem. Et donc, il va leur rendre visite, et avec son parapluie, il leur dit « Les copains !» Oh putain, vous êtes vivants, vous. Il trouve une radio, il appelle Londres, « Larguez-nous des armes !» Et donc, au milieu de nulle part, les Allemands seront attaqués par des parachutistes menés par Mary Poppins, qui vont traverser leurs lignes, qui vont regagner les lignes anglaises. Et donc, le mec, c'est évidemment un héros national pour les Anglais. Sauf que la guerre va s'arrêter. Il va donc décider de continuer sa vie en civil. Il va se rendre au Kenya, où il va s'installer. Et sur place, il va découvrir que les safaris, ça se fait avec des fusils. Non, les fusils, c'est nul. Moi, j'ai appris qu'on pouvait remplacer par autre chose. Et donc, sachez que c'est l'un des fondateurs du safari appareil photo, puisqu'il a remplacé les fusils par les appareils photo, tout simplement. Et ainsi s'achèverait la vie du Major Digby Tatham, donc le seul homme où si vous approchiez, votre sang se transformait en thé. On va rester sur les chars qui ont eu des problèmes de manière suspecte. Et on va aller vers l'Est pour un personnage qui s'appelle Ivan Sereda. Je ne vous cache pas qu'il est russe. Ce garçon, en fait, avant la Seconde Guerre mondiale, il va vouloir s'engager dans l'armée russe et il va se trouver qu'on va lui dire écoute, t'es pas le meilleur soldat qu'on ait, donc on va t'affecter comme cuistot. Ça au moins, t'es à peu près correct, t'iras peler les patates. Voilà. Donc il est affecté au 91e régiment de chars russes.
Et en général, les journées se passent comme suit, c'est-à-dire les chars partent vers le front, ils installent un camp. On est en 1941, donc les Russes, ils ont des petits chars avec lesquels ils partent patrouiller à la recherche de chars allemands, et ils reviennent le soir, enfin ou à midi en tout cas pour le repas, et tout du long, ils ont laissé Ivan tout seul préparer la popote. Ça se passe bien. Un matin, Ivan, il y a ses camarades qui partent en char faire la guerre, pendant lui, il reste préparer la popote. Comme prévu, vers midi, il entend des chenilles qui reviennent, c'est ses copains. Sauf qu'il dit, putain, ils ont bien changé leur char quand même. Ils sont beaucoup plus gris, il y a une jolie, ils ont bien une étoile rouge, il y a une grosse croix sur le côté, dis donc, c'est rigolo. Et elle est vaguement gammée. Donc là, il se dit, je crois que je vais me cacher parce que c'est pas un bon plan. Donc il y a effectivement 3 chars allemands qui viennent d'attouber sur son camp. Il y a 2 chars allemands qui vont passer à côté en disant on s'en fout, et le 3e char s'arrête pour regarder ce que c'est que ce camp au milieu de nulle part. Le commandant du char allemand sort, ouvre sa coupole, sort de sa tourelle et regarde un peu autour de lui ce qui se passe. Et là, Ivan se dit ils en veulent à mes patates. J'ai tout pelé depuis ce matin et ces bâtards ils vont rouler dessus. Donc il n'est pas content. Et quand Ivan n'est pas content, lui a le choix entre 2 choses près de lui à attraper. Il y a un fusil et il y a une hache. Il prend la hache, et donc les Allemands vont foncer vers eux. Un mec en tenue de pistolet avec une hache. Donc l'Allemand dit bon, je sais pas ce que c'est que ce bordel, mais on va s'enfermer et on va tirer dessus dans le doute. Les mecs s'enferment, sauf que quand Ivan arrive, il a trouvé une bâche en chemin, il la balance sur le haut du char, ce qui aveugle le char, et ensuite il prend son tablier de pistolet, il va bourrer l'emplacement conducteur avec pour qu'il voit plus rien, et avec le reste de ses chiffons qu'il a sur lui, c'est pareil, il bourre tout, le char est aveugle. Les Allemands font bon, apparemment on est attaqué par une sorte de cuistot un peu malade, mais c'est pas grave. Et ils entendent taper à la hache sur le bord. Bon, en plus il est con. Bon, c'est pas grave. Ivan s'acharne quand même à la hache, ça ne se passe pas bien, et les Allemands se disent qu'il y a peut-être d'autres Russes, il peut pas être tout seul, donc dans le doute on va faire tirer la mitrailleuse. Lui qui est grimpé sur le char voit la mitrailleuse à l'avant qui tire, qui rougit un peu à force de tirer, ça fait du métal mou, donc il tape dessus à la hache en gueulant comme un bâtard, et ça plie de canon, donc la mitrailleuse est inutilisable. Les Allemands sont donc aveugles et n'ont plus de mitrailleuse. Il leur reste le canon, mais quand tu peux rien voir, c'est quand même compliqué. Résultat, Ivan, qui est sur le char, continue à marteler comme un bourrin à la hache et hurle des ordres à des gens qui sont pas là. Il commence à faire des imitations dignes de Laurent Gérard, du genre « Passe-moi les grenades !»« Oui, d'accord, j'arrive !» Et les Allemands sont dedans, font « Putain, on est attaqué par tout un régiment, vous savez quoi, on va se rendre. » Donc les mecs sortent du char, tombent sur un gars qui a juste une hache. Je vous arrête en fait. Donc ils les capturent le char, et donc quand le reste du régiment de chars russe est revenu à la maison, ils ont dit bon, on n'a pas trouvé les Allemands, mais ah putain, toi tu les as trouvés en fait. Et donc il y a un char abandonné avec le mec qui est assis dessus, genre t'as vu, et 3 gars attachés. Ah putain, merde. Donc Ivan est évidemment décoré pour cet exploit, hein, c'est pas souvent qu'on arrive à défoncer un char à coups de hache. Et par la suite, évidemment on se dit bon, c'est un bon soldat, on va le nommer éclaireur de l'armée rouge, et donc il devient éclaireur. Durant la guerre, il va retomber sur un second char allemand, il va regrimper dessus, il va re-hurler « Passez-moi les grenades !» Sauf que cette fois, dedans, ils diront « Ouais, c'est ça, pour nous pour des cons, c'était du bluff. » C'était pas du bluff. Ce qui fait que non seulement il était sauté, mais il s'empare du char, et avec son char allemand, il attaque les Allemands. Prouvant que les scénarios de piège en haute mer, qui est, je vous le rappelle, des terroristes capturent un navire, mais ils vont perdre parce qu'ils n'ont pas chopé de cuistot, est véridique. Si t'as pas de cuistot, t'es foutu. Voilà pour l'histoire d'Ivan Sereda. Restons vers l'est. Et allons du côté de la Finlande. Où, au début de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une guerre entre la Finlande et la Russie, appelée la guerre d'hiver. Et comme on l'a dit, combattre en hiver, c'est pas une bonne idée, donc les Russes n'ont pas gagné. Et c'est là qu'il y a eu entre autres un célèbre tireur d'élite dont on parle là encore dans une très bonne BD, je ne fais pas de pub, exactement, Simoria. Et là, le problème, c'est qu'ensuite, il y a ce qu'on appelle la guerre de continuation. C'est-à-dire que durant la Seconde Guerre mondiale, l'URSS est en guerre contre la Finlande, parce que les Finlandais sont chauds patates pour remettre le couvert. Bon, très bien. Sauf que cette fois, l'URSS est prête. Ils ne sont pas à voir comme la première fois, parce que la première fois, ils ont quand même été attaqués par des skieurs qui se faisaient tracter par des rennes. Ça surprend. Donc cette fois, ils ont dit, ouais, nous aussi on a des skieurs, on les envoie. Et donc, en mars 1944, il va y avoir une bataille de skieurs, c'est un peu une sorte de biathlon hardcore, où Aimo Koivunen, qui mène une unité de skieurs finlandais, est en train de se promener avec ses gars quand il tombe dans une embuscade de skieurs soviétiques. Ça se passe mal et il doit fuir. Et en fait, il doit fuir tellement longtemps que Aimo, qui est le chef de son unité, sent bien qu'il fatigue et que bientôt, il va tomber. Heureusement, avant de partir, l'état-major leur a donné
de la drogue. Elle leur a donné de la vraie drogue, de la pervitin. Logiquement, t'en prends un cacheton, t'es bien. Donc, il sort sa pervitin, il l'inverse. Il n'a plus personne. Il n'a plus personne de commande. Je peux faire ça. Ouais, allez, non, il y a des gens qui n'ont plus dedans. Alors, quand vous retrouvez le mec en chargé micro, vous l'envoyez quand même, parce que là, je me sens un peu seul, mais bon. Aimo Koivunen est donc en train de fuir les Russes quand il s'aperçoit qu'il y a un problème, c'est qu'il a des moufles. Et donc, toutes les pilules tombent dans sa main. J'ai autre chose à foutre que faire le tri, se dit-il. C'est la dose pour plusieurs jours, je vais la prendre. Il la prend, sauf qu'il commet une erreur. C'est pas la dose pour plusieurs jours, c'est la dose de toute son unité. Sur un total de 30 heures. Allez, moi, va mieux. J'ai les deux mains pour faire les gestes. Vraiment, c'est sympa, ces micros qui tombent en panne. Donc, explique. Ses camarades derrière disent putain, il commence à prendre de la vitesse, il est vraiment en forme. Tu m'étonnes qu'il est en forme. Il continue à accélérer. Et en fait, il va tellement accélérer que ses potes gueulent mais remets-toi, bordel. Et donc, le problème, c'est que non seulement il va les semer, mais ce qu'ils ignorent, c'est que s'il répond pas, c'est pas qu'il va vite, c'est qu'il vient de s'évanouir, mais il skie encore. Le mec est tellement défoncé qu'il... Et donc il skie, mais comme un bourrin, il traverse tout, ses camarades derrière disent on laisse tout tomber, tant pis, c'est pas grave, on va faire avec. Et donc, là, c'est là ce qui passe au dessus, je comprends plus. C'est une exclue Guy Ferry. Tiens, je sais pas. Tout est tombé en panne, c'est bon. Il fait trop chaud. C'est comme la SNCF, il faut se rassurer derrière. On va y arriver. Test. Ah oui. On peut donc commencer à parler de drogue, les enfants. Aimo est complètement défoncé, il est évanoui, il continue à skier comme un bourrin. Au bout d'un moment, il reprend conscience. Et en fait, il dit putain, ça ressemble pas à là où j'étais quand même. Effectivement, il vient de faire 100 km en étant évanoui. Ce qui est une belle performance. Il est défoncé, il dit je sais plus ce qui est vrai ou faux. Je suis là, oh, ça il me parle. Bon, il fonce. Les Russes qui voient passer un truc et bon, apparemment, nouvelle arme, nous plan de poursuite. Et donc, leur skieur tente de poursuivre Aimo. Aucune chance. Le mec, il a 120 km/h, toi, t'es à 30, et encore dans les pentes, donc t'as aucune chance. Les gars, ils continuent. Aimo est tellement défoncé qu'à un moment, il y a un champ de mine, c'est pas grave, il passe au milieu. Il se prend une mine, il ratterrit, et il dit ça a fait du feu, j'ai chaud. Chaleur. Le feu, il me parle, il me dit des secrets sur la vie. Et après, il reprend la route. Il est blessé, mais c'est pas grave, il sent plus rien. Il est défoncé, mais à un moment, au bout de plusieurs jours de défonce complète, comme t'en as jamais vu, il finit par se dire, je crois que j'ai faim. Ah oui, ça fait 4 jours que t'as pas mangé, tu m'étonnes que t'as faim. Donc, les sapins, il me dit que je peux le manger. Donc, comment ça s'attaquer aux sapins? Les Russes, apparemment, ça mange sapin, c'est très étonnant. L'autre, ils allaient une sorte d'arme terrestre, commandant, oui, seulement. Sauf qu'à un moment, il y a un oiseau, et il le chope avec son bâton de ski, genre bang, et il le mange cru, et il continue. Les Russes, non, c'est un alien, apparemment, ça tue oiseau. Il est tellement défoncé qu'il va passer une semaine à se faire le bad trip de sa vie. À la fin, c'est les Finlandais qui voient arriver un V2 sur ski vers eux. Il se fait attendre le filet de porte-avions, il va servir là, hop, vas-y on l'attrape, le mec se prend dedans, il le récupère, il l'emmène à l'hôpital. Il va bien, ça fait une semaine, en une semaine, sachez qu'il a fait 400 km. Sur l'unité à Lignon, là je suis parti, on sait pas ce qu'il va aller, il est vivant. À l'hôpital, il dit ça fait une semaine, tu dois aller mieux, son cœur va à 200 coups minutes. C'est de la bonne défense, les enfants. Logiquement, t'es bien mort depuis mon temps. Non, pas Aimo. Qui mourra bien après la guerre, à l'âge de 71 ans, ce qui prouve, les enfants, que la drogue, c'est mal, si on a des moufles. Allons un peu plus à l'ouest. Et on va parler d'un Américain qui est un peu connu. Il s'appelle Audie Murphy. Audie Murphy, c'est
C'est un garçon qui, en 1941, lorsqu'il apprend qu'il y a eu une sorte de petit accident impliquant les Japonais et la flotte américaine à Pearl Harbor, décide ça serait bien qu'il aille taper sur des Japonais. Sauf que les Marines se disent « Non, t'es trop petit », comme souvent dans le petit théâtre des opérations, le héros est petit. La Navy lui dit « Non, t'es trop petit », et l'armée dit « Bon, éventuellement, nous ça nous va, tu feras une cible plus petite, on te prend. » Bon. Sauf que tu n'iras pas te battre contre les Japonais, tu vas partir vers l'Europe. Alors en fait, il ne va pas arriver en Europe tout de suite. Il va arriver d'abord en Afrique du Nord, où il ne va pas spécialement s'illustrer, mais ensuite il va débarquer en Sicile, puis en Italie. Et là, ils vont découvrir que, certes, il n'est pas grand, mais il est très motivé, parce qu'il se fait des patrouilles allemandes tout seul, c'est correct. Les Italiens, c'est pareil, quand ils tombent dessus, ça se passe très mal pour eux. Il se fait même des chars tout seul. Il est bien, et surtout, il est très doué pour un truc, c'est pour pointer l'artillerie. Quand il a une radio et qu'il dit « faut ça tombe là », généralement, il a prévu où le mec allait aller, ça tombe pile au bon endroit. Tout le monde est plutôt satisfait de ça, donc il va finir sergent. Il va débarquer en France, et il va atterrir en Provence. Et à un moment, alors qu'il patrouille en Provence, il va y avoir une patrouille allemande, justement, qui va apercevoir lui et ses potes, et les Allemands font signe qu'ils se rendent. Là, ils disent « cool, ça va être facile ». Sauf que c'est un piège, en fait, c'est pour faire avancer les Américains, et quand ils sont assez proches, les Allemands reprennent leurs armes, abattent les Américains qui vont avancer, et pour ceux qui ont survécu, il y a une mitrailleuse qui les prend en enfilade et qui massacre le reste. Mais pas Eddie Murphy. Eddie Murphy voit les mecs, les abat tous, et la mitrailleuse fait « c'est étonnant, cette vitesse à laquelle on abat les copains, quand même, c'est pas très sympa », donc il la regarde genre « toi, ça va mal se passer », et il l'attaque de face. La mitrailleuse n'a pas eu une chance, il leur a tous pété la gueule. Mais quand il a eu fini, il l'a ramassé, la mitrailleuse, et peut-être John Rambo, il a commencé à défoncer tous les Allemands du secteur en défonçant genre « avec sa mitrailleuse, les Allemands ont dit « d'accord, c'est intéressant ». Les Américains l'ont donc promu encore et encore. Il va devenir sous-lieutenant, et à la fin, on lui dit « écoute, on est en janvier 1945, on est à côté de Colmar. C'est l'hiver. On va être tranquille, il faudrait vraiment être con pour attaquer en hiver. » Et donc, tu vas rester à la tête d'une compagnie qui a été décimée, qui a 18 hommes. Et on te laisse, des fois qu'il y a un problème, 2 véhicules chasseurs de chars, c'est-à-dire des véhicules pas très blindés, mais avec des gros canons, au cas où les Allemands tentent quand même un truc. Tu t'inquiètes pas, il y a des renforts qui arrivent, tout va bien se passer. Sauf que, si je vous en parle, c'est qu'il a eu un problème. Et effectivement, il y a un barrage d'artillerie allemand qui leur tombe sur la gueule, qui commence à balayer ses gars, et ils voient sortir des bois face à eux 250 soldats des troupes de montagne allemandes, donc des troupes d'élite, accompagnés par 6 chars tigres, donc de très gros chars. Là, ils font pour des mecs qui devaient rien essayer, c'est embêtant quand même. Donc, Eddie Murphy dit ok, c'est pas grave, j'ai des chasseurs de chars, abattez-moi ces chars. Ah bah, les chasseurs de chars, ils tirent, ça fait pic. Les tigres, ils font alors nous, ça va pas faire ping, je te préviens, ça va aller vite. Ils tirent, ils détruisent les 2 chasseurs de chars. Eddie Murphy fait bon, j'ai plus de chasseurs de chars, j'ai 18 mecs encore avant le barrage d'artillerie, je crois qu'on va dire à tout le monde de rentrer à la maison, mais moi je vais rester pour les retenir. Ils sont 250 avec un soutien d'artillerie et 6 chars tigres, je pense que ça va être compliqué, il dit vos gueules, vous rentrez à la maison, je m'en charge. Et il va s'en charger. Puisque Eddie Murphy va grimper sur un des chars qui a été détruit, qui est fumant. Il va prendre la mitrailleuse calibre 50. Pourquoi je précise le calibre? C'est parce qu'une mitrailleuse, t'as pas besoin de viser, c'est américain. La balle elle est tellement grosse qu'elle raccompagne la personne à la maison. Et donc il commence à allumer comme ça, et les Allemands voient des tirs, mais comme ça vient d'un char où il y a de la fumée qui sort, ils voient pas bien d'où ça part. Et donc les chars tigres voient qu'ils commencent à perdre des fantassins autour d'eux. Bon, mieux encore, Eddie Murphy prend son téléphone qui est sur le char, et appelle l'artillerie pour dire je vais vous donner les coordonnées, vous tirez maintenant. Et donc les mecs commencent à se faire balayer par de l'artillerie. Tout le monde cherche d'où ça vient, et au bout d'un moment, il y a quand même des fantassins allemands qui voient bien que ça a l'air de venir de ce char, qui se rapprochent, ils les mitraillent tous les uns après les autres, et comme au téléphone, il y a l'artilleur de l'autre bout du fil qui dit putain, ça a l'air de chier quand même par ici. Est-ce que les Allemands sont loin? Et la réponse de Murphy, ça sera si vous quittez pas, je vous en passe un. Le mec continue à tirer, et là, les fantassins disent on a repéré, il est là, abattez-le. Donc il y a les chars tigres, ils disent ouais, t'inquiète pas, on s'en charge. Qui remettent 2 obus de 88, donc des grosses patates, dans le char qui prend feu, qui propulse lui en l'air, qui atterrit par terre, il est blessé, il se relève, j'ai pas fini. Il remonte sur le char en flammes, et dans son rapport, puisqu'il a survécu, il écrira pour la première fois en 3 jours de neige, j'avais chaud aux pieds, c'était pas si mal. Il continue son travail de découpe, et en fait, à la fin, il fait un tel carton qu'il n'y a plus de fantassins pour escorter les chars tigres. Et les tigres disent, bah en fait, on va s'en aller parce que ça a l'air dangereux dans le secteur. Les mecs se replient. Donc tout seul, il vient de repousser toute une offensive allemande assez lourdement armée quand même.
Donc il descend de son char, un peu content, et comme dans les films, il vient à peine de descendre que le char explose derrière lui. L'histoire ne dit pas s'il s'est retourné en faisant ou s'il a fait non, je suis trop cool pour ça. Il retourne à la base, les mecs disent il y a une offensive en cours, il dit non mais c'est bon, je l'ai arrêté. D'accord. Et sûrement il est blessé, on dit bon, on va lancer une contre-offensive, il dit oui, je vais la mener. Et Audie Murphy va mener la contre-offensive, qui va effectivement reprendre tout le coin que les Allemands veulent attaquer. Les Allemands sont un peu deg, ils viennent de perdre toutes leurs ressources sur un type et encore ils ne l'ont pas eu. Et Audie Murphy, non seulement va survivre à la guerre, mais il sera décoré de la Medal of Honor pour cette action, deviendra acteur, il jouera son propre rôle sur un film sur la bataille en question. Et par contre, Audie Murphy, que lui arrivera-t-il? Et devenu acteur, il touche du pognon, sauf que son étoile s'éteint, il s'endette, il va finir commercial, et il y aura un crash d'avion. Alors qu'il allait voir un client, et il va mourir là-dedans. Alors que, comme chacun sait, s'il était resté sur l'avion en flammes, ça se serait bien passé. Voilà pour notre Audie Murphy. J'arrive, j'oublie rien sur un petit... parce que là, on va passer à... Logiquement, j'arrive sur la dernière, mais un peu plus longue. Bon, logiquement, dans la salle, il y a forcément des Bretons. On va parler breton. On va parler Saint-Malo. Le Mont-Saint-Michel des Normands, ça c'est une évidence. Pourquoi vous criez ce genre de choses? Tout le monde le sait. Mais bon, on le fait croire aux Bretons parce que comme c'est un peuple pas très éduqué. Mais j'aime la baston en cours. Mais donc, à Saint-Malo, il y a un personnage qu'on appelle Robert Surcouf. Certains connaissent son nom. On connaît parfois même une de ses citations, mais on connaît moins ses exploits. Donc on va parler du roi des corsaires. Robert Surcouf, à la fin du XVIIIe siècle, c'est un jeune garçon qui rêve d'une chose, c'est de s'engager dans la marine et de devenir corsaire. Mais pour ça, il faut bien commencer quelque part. Il va donc s'engager comme mousse. Il est bon, il va progresser, et de fil en aiguille, il va devenir officier de marine. Et on va lui dire, corsaire, je sais pas, mais t'es un bon marin, tu vas donc devenir marchand. Tu vas donc aller dans l'océan Indien. Et dans l'océan Indien, tu n'auras pas le droit d'attaquer parce que t'es pas un corsaire, j'insiste, mais tu auras le droit de te défendre. Surcouf fait donc la chose la plus logique du monde. Il se promène avec son navire devant les Anglais en disant « Je suis tellement sans défense !» Un Anglais va tomber dedans, Surcouf fait « Blague ! T'es con !» Il rentre à l'île Maurice, qui est son quartier général. Regardez, je vous ai ramené des richesses, de la bouffe et tout. C'est cadeau. Les mecs disent « Ah, vraiment Surcouf, vous êtes un type bien. C'est pas un combat facile. » Ouais, je sais, merci. Donc, je repars en mer. Et puis en mer, il va croiser un navire qui lui fait un peu envie. C'est le Triton. Le Triton, c'est un navire, je veux dire, qui a 150 hommes pour le défendre. Surcouf, il y a quand même 19 mecs, quoi. Surcouf, il dit, bon, vraiment, il est beau, il est gros, je le veux. Ces hommes disent, bon, chef, c'est pas qu'on est contre vous, mais sachant qu'on est 19, donc c'est vrai. On va laisser 2 hommes à bord. Et donc, le Triton voit arriver un navire marchand qui lui fonce dessus. C'est quoi ce bordel? Avec 17 mecs qui font ah et 2 derrière la barre qui font. Les mecs montent à bord, défoncent les 150, capturent le Triton et le ramènent à l'île Maurice. Là, ils disent putain, mais vous êtes un héros. Sauf que Surcouf rencontre son plus grand ennemi, l'administration française. Monsieur Surcouf, avez-vous rempli le formulaire B12 pour attaquer les navires? Il est resté dans mon autre manteau. Monsieur Surcouf, c'est illégal. Vous allez donc rendre le navire aux Anglais, c'est ça? Ah bah non, on va le saisir pour nous. Ah, putain. Vous êtes l'URSSAF, c'est ça? Et donc, il se fait saisir sa prise. Il est deg. Il en récupère une infime partie, genre l'URSSAF, qui dit tiens, je te rendis, bah t'as vu comme je suis généreux, quoi. Et finalement, on lui confie un nouveau navire. On lui dit 7 fois, par contre, comme t'es motivé, t'as le droit d'attaquer. Surcouf, le genre, oh oui, j'attaque. Et donc, ils retournent dans l'océan Indien, et là, les Anglais ne comprennent pas, parce que tous leurs navires se font défoncer les uns après les autres, sans explication rationnelle. Les mecs se disent, bon, on va faire un truc, je sais pas ce qui nous attaque, mais on va naviguer en groupe, comme ça pourra plus nous manger. Ils se mettent en groupe, et à un moment, il y a 2 navires marchands britanniques qui sont au mouillage près de l'Inde. Chacun est plus gros que Surcouf, chacun a plus de membres d'équipage que Surcouf, chacun est mieux armé que Surcouf, et tout d'un coup, Surcouf qui arrive, et puis qui les contourne même pas, il se met entre les deux. Mais qu'est-ce qui branle? Je viens vous foutre une raclée, j'en ai pour 2 minutes, je commence par ton voisin. Il attaque l'un, il y a tellement de fumée que l'autre navire ne voit plus rien, il n'ose plus tirer. Quand ça se disperse, il voit que, ah merde, il a pris le navire d'en face. Putain, on se casse!
ils essaient de se casser, il dit non, maintenant j'arrive. Il leur met des claques, il capture les deux. Les Anglais se disent putain. Bon, quand on est tout seul, ils nous capturent seul, quand on est en groupe, ils nous capturent en groupe. On va essayer de trouver autre chose. Je sais. On va cacher nos marchandises dans des navires avec lesquels la France n'est pas en guerre. Comme ça, il pourra rien faire. Surcouf décide qu'il a un droit de visite sur les navires étrangers. On grimpe à bord. C'est quoi ça? C'est anglais? Ah bah c'est à moi. Et ça c'est quoi? C'est de la bouffe anglaise? Ah bah c'est à l'eau. Et effectivement, c'est durant ces batailles qu'il va sortir une de ses plus grandes citations, qui est souvent celle que les gens retiennent de Surcouf. C'est qu'un capitaine qui venait de se rendre lui dit « Ouais, mais vous les Français, vous vous battez pour l'argent alors que nous on se bat pour l'honneur. » Surcouf lui répondra « Chacun se bat pour ce qui lui manque. » Par la suite, c'est un autre capitaine qui vient de se rendre et qui dit hey, « C'est un corsaire, c'est trop facile, genre j'arrive près de vous en vous trompant, je hisse mes couleurs, j'attaque. Si on s'était battu en face à face, je vous aurais mis une branlée. » Surcouf dit « Pas de problème, je libère tous vos hommes, je descends dans mon navire, on met ça en face à face. » Non, je m'intéresse. En fait... Et donc, Surcouf, ouais, c'est bien ce que j'avais cru entendre. Donc, Surcouf repart, et à un moment, il va croiser la route d'un autre navire de l'époque, qui est conduit par un certain Jean Duterte, qui est un corsaire légendaire aussi. Et Duterte lui dit « Arrête-toi, on va faire la teuf !» Donc, ils mettent leur navire côte à côte, Duterte monte dans le navire de Surcouf, et ils se font un méga gueuleton. On a le menu, hein, ça se finit par du café et des cigares, du rhum, et les gars sont bien défoncés. Et là, Duterte dit « Écoute, Surcouf, t'es un héros, t'es un frère, qu'on fasse immédiatement monter des cadeaux à bord du navire de Surcouf pour le remercier de son hospitalité. » Surcouf dit « Ah, alors, il faut monter les cadeaux. » Surcouf dit « Ah non, mais là, Duterte, tu m'insultes, je suis hospitalier, tu sais, mais pour la peine, je te fais aussi des cadeaux. » Duterte, ah non, là, c'est toi qui m'insulterais. Ah non, c'est toi qui m'insulterais. Non, c'est toi. Surcouf qui dit à ses hommes, faites monter de force des cadeaux dans le navire de Duterte. Les deux s'engueulent. Duterte ne voit pas qu'il y a des cadeaux qui ont été montés à bord. Quand il arrive à bord, il a des cadeaux. Il fait nom de Dieu. Donc il prend son portefeuille et fait Surcouf, bâtard. Et il commence à balancer par-dessus bord les cadeaux du Surcouf. Il fait ah ouais, c'est comme ça, et ben moi je balance les tiens. Les deux navires s'éloignent. Désormais, ils seront ennemis jurés pour cause de trop de politesse. Après cette première bataille à base de cadeaux jetés à la gueule, encore une fois, tout est parfaitement normal. Surcouf va hélas se retrouver poursuivi par une frégate spécialisée dans la lutte anti-corsaire qui s'appelle la Sibylle, qui gagne sur lui, qui est mieux armé, qui est entraîné, et il est vraiment pas dans une bonne situation à ce moment-là. Donc il dit bon, j'ai pas trop le choix, je vais pas me barrer. Et le problème c'est qu'il a beau alléger son navire, ça suffit pas. Donc il dit bah balancez les canons. Donc Surcouf balance les canons. Et là enfin il gagne de la vitesse, et il en gagne même beaucoup. Ce qui fait que non seulement il va semer la Sibylle, mais il va foncer, rattraper deux navires américains qui n'avaient rien demandé. Et il va ok, tiens, on doit prendre. Maintenant je suis en colère, ça va être pour vous. Donc les Américains font quoi? Mais qu'est-ce que. Ils sont deux, ils grimpent à bord du premier, je rappelle qu'il a plus de canon. Hein. Ça c'est pas grave. Il monte, il met des claques, il capture un navire, l'autre a le temps de se barrer. Et vous direz que c'était de la part de Robert Surcouf. Il revient à terre avec sa prise. C'est à nouveau le héros local. Mais il a plus de canon. Et il a besoin de réengager les hommes. Donc il va dans l'état merde. Avec Surcouf, c'est de l'or pour tout le monde. Vraiment, c'est un pirate. Lui, c'est un corsaire, mais c'est la vie de pirate. De toute façon, je claque des doublons dans tous les sens. Et on lui dit, à un moment, il repère dans un coin qu'il y a un autre mec qui essaie de recruter les mêmes hommes, de la même manière, et qui a aussi plein de pognon. Et il fait, oh putain, Duterte. Duterte qui dit, oh putain, Surcouf. Le ton monte, les deux décident de régler ça en duel à mort. Le duel est lancé. Mais à ce moment-là, ils sont tous les deux convoqués chez le général de Lille, qui dit Duterte, c'est vous? Oui. Surcouf, c'est vous? Non. Mais je remets les choses au point. Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Lui. Qu'est-ce qu'on aime encore moins que l'autre? Les Anglais? Oui. Qui va gagner quelque chose si l'un d'entre vous demeure? Les Anglais? Oui, c'est la bonne réponse, oui. Donc vous ne vous tuez pas, parce qu'on est tous d'accord que notre truc commun, c'est qu'on déteste les Anglais. Ah, c'est vrai, et du coup, ils sont super potes. Séparés par la politesse, réunis par la haine des Anglais. Surcouf repart, et là, il va commettre une erreur. Et pas une petite. C'est que, alors qu'il est en chasse, il repère un navire qui a l'air bien gros et bien juteux.
Et c'est le cas. Sauf que le problème de ce navire, c'est que, à bord, il y a des dames avec leur escorte, et surtout, les Anglais viennent de ramasser tout un état-major de l'armée de terre et de le faire grimper à bord avec toute la petite armée qui l'accompagnait. Cette fois, c'est pas les marchands qui vont en face, c'est 450 soldats bien armés. Ça va pas être la même. Surcouf ne le sait pas. Et donc, le commandant du navire, qui s'appelle le Kent, demande aux dames de monter sur le pont et leur dit « Venez assister à la fin d'un corsaire français ». 20 minutes plus tard, le commandant est mort. Le second dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il y a 450 mecs dans la cale enfermés, qui se prennent des grenades s'ils essaient de sortir, et Surcouf sur le pont qui s'excuse auprès des dames parce qu'il leur a fait peur. Résultat, Surcouf dit au second, bon, toi je te libère, hein, parce que comme ça tu vas raconter ce qui s'est passé. Merci, bonsoir. Mesdames, c'est pareil, vous êtes libre de partir avec toutes vos possessions. Si on vous embête, dites-le moi, ça sera vite réglé. Et il ramène le Kent, donc à l'île Maurice, qui font, bah ok, écoute, on le prend, hein, c'est plutôt pas mal. Quand il retourne en France, c'est un héros. Napoléon lui dit, je te file un commandement. Il dit, non, mais moi c'est chiant, moi je veux juste péter des gueules aux Anglais, hein, les commandements c'est lourd. Donc il refuse, et là, il fait du tuning de navire. Il se fait un nouveau navire, hein, aileron incliné, plus de canons, néon violet en dessous, ça va être bien, qui s'appelle le Revenant. Ça claque, et avec ça, il revient dans l'océan Indien. Tous les ports ont des espions anglais qui disent « Alerte ! Surcouf est de retour !» Donc, toutes les frégates ont dit « Attendez, tout ce que vous faites, vous me chopez Surcouf. Vous mettez sa tête à prix, je veux qu'il meure, tué par un trait de quelque chose. Tous les navires, vous nous voyez en convoi, il est beaucoup trop dangereux. » Et surtout, même les assureurs à Londres disent « Ah, vous vous démerdez. » Et donc, la bourse explose, juste parce que c'est plus possible d'acheter une assurance, parce qu'il dit « Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes mort. » Il vient juste de se montrer, il n'a encore rien fait. Avec le Revenant, il va partir, il va chasser, il va cartonner tout ce qui passe. Il fait à nouveau une campagne à succès, il rentre à l'île Maurice où le général a changé, c'est plus celui qui lui mettait des claques. Et le général dit bravo Surcouf, c'est une belle mission que vous avez fait là, ah, merci. En récompense, je vous confisque votre navire. Quoi? Celui qui est néon, là, on parle bien de celui-là? Et oui, parce qu'on est en guerre, on a besoin de tous les navires de guerre, donc désormais, c'est le mien. Surcouf est retenu par son équipage alors qu'il se dirige vers le palais du général avec des flingues. Il est chaud patate quand même. Le général qui l'apprend dit « Oh, allez, je suis pas Bugle, je vous file un navire. Regarde-moi cette vieille daube. » La vieille daube, c'est une vieille frégate pourrie, tu peux même pas combattre avec. Il dit « Ben voilà, c'est cadeau. » Putain, t'as vu le prix de mon navire, t'as vu le prix de ta merde. Tu m'as pris une Porsche, tu m'auras un Twingo. Il est un peu deg, mais il dit « Si je suis traité comme ça, vous l'aurez voulu, je prends toutes mes richesses, je les fous dans le navire et je rentre en France. » Le général dit « Bah très bien, mais tant que vous êtes là, j'ai des prisonniers portugais qui me gênent, vous les embarquez avec vous. » Il dit « Bah oui, parce que je suis tabac en plus, pas de soucis mon grand. » Donc il refuse, le général dit « C'est un ordre. » Surcouf dit « Non, moi je veux pas de prisonniers à bord, parce que des prisonniers, alors que j'ai toutes mes richesses, si j'ai une mutinerie, ça va pas bien se passer. » Donc Surcouf utilise une vieille tradition qui est que quand un navire à l'époque quitte le port, il y a des barques remplies de tous les amis des marins qui suivent le plus loin possible le navire pour faire coucou. Et avant la sortie du port, il s'arrête, il dit aux barques « Venez, j'ai des Portugais pour vous. Allez, reprenez-les. » Le général, qui tout à longue vue, fait « Surcouf ! Il fera passer des édits affichés sur les murs, genre « Surcouf est un traître à l'Empire, il a désobéi à un ordre d'un général de Napoléon, etc. » Et donc la population dira « Oui, alors, sauf que nous, quand on crevait de faim, c'est lui qui allait choper des bateaux juste pour qu'on ait à bouffer, donc on t'emmerde en fait. » Surcouf rentre vers la France, mais les Anglais l'attendent. Et son navire est inapte au combat. Donc il les évite jusqu'à, alors qu'il n'est pas si loin de Saint-Malo. Une nuit, il aperçoit sur sa droite une voile, sur sa gauche une voile, et devant une troisième. Surcouf, sans s'en rendre compte, vient de rentrer en plein dans une escadre qui l'attend. Il fait nuit. Il sait qu'il va se faire repérer, son navire est incapable de combattre et incapable de les semer vu la formation qu'ils ont. Surcouf dit donc, on va se déguiser en anglais. Donc il fait hisser un drapeau anglais, il demande à tous ses hommes de manœuvrer sur son pont à l'anglaise, c'est-à-dire en faisant « Well, j'aime beaucoup ramontage de voiture. Oh là là, ça me fait rigoler. » Bon, bref. Grâce à ces indications formidables, quand le matin se lève, l'amiral qui commandait l'escadre avec ses 10 navires qui attendaient Surcouf s'aperçoit qu'il en a 11. Le mec fait « Putain, là entre nous, c'est Surcouf !» Donc tous les navires anglais foncent les uns sur les autres pour dire « C'est toi Surcouf, non c'est toi !» Et il
voit une frégate qui en profite pour se barrer. Putain, Surcouf! Il le poursuit, Surcouf, qui fait ouais, on va voir. Il se barre, il va atteindre Saint-Malo, il fait claquer son méga drapeau français, leur signal, Surcouf est de retour, Saint-Malo lui tire dessus. En effet, ils disent, mais non, il a un navire avec des néons violets en dessous qui s'appelle le Revenant. Pas une vieille merde. Putain, bande de cons, attendez que j'arrive à terre, ça va chier. Finalement, il arrive à leur faire comprendre que c'est bien moi Surcouf, même si j'ai un vieux navire pourri. Donc, ne tirez pas dessus, mais personne ne veut monter à bord pour faire le pilote. Le pilote, c'est, on fait venir un mec de terre pour qu'il monte à bord, faire les manœuvres un peu subtiles d'approche au port. Donc, il y a juste un pauvre pêcheur qui accepte. Et le mec, c'est une quiche, et il manque d'échouer le navire de Surcouf devant Saint-Malo où il aurait tout perdu. Donc, heureusement, Surcouf fait bon, ça c'est ma main dans ta gueule, ça commence à bien faire, je vais tout faire moi-même. Il va aborder, et Surcouf arrive à terre avec toutes ses richesses. Résultat, il dit bon, j'ai 36 ans, je crois que j'ai réussi ma vie. Regardez cette Rolex. Donc, il est riche, il décide que désormais, ce sera la vie d'armateur pour lui, il est récompensé entre autres par Napoléon. Il va armer des navires de course qui auront, avec plus ou moins de succès, chassé les Anglais. Et il va vivre la même vie qu'il avait vécue jusqu'alors, c'est-à-dire une vie où on picole et on mange comme un gros porc. Ce qui fait qu'il n'a pas vécu si vieux que ça, parce qu'il a vraiment clairement abusé de la biline. À la fin, il était rouge à peu près 23 heures sur 24. Et donc, il va mourir à 53 ans. Mais aujourd'hui encore, si vous avez un ami assurant anglais qui est constipé, il suffit de s'approcher à son oreille et de dire « Robert Surcouf » et vous verrez, il sera libéré. Voilà pour l'histoire du plus célèbre des conspirations nationales. Ça fait 1 heure que je parle, j'arrive au bout de ma conférence. Ce que je vous propose déjà, c'est 2 choses. Demain à 15h, je fais une FAQ. Si vous me jetez des cacahuètes, j'en raconte encore, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez aussi me poser des questions, comme son nom l'indique. Là, je vais retourner à mon stand. Je vends de très bonnes BD, je dédicace, je tape la discute, je suis à votre disposition. Mais surtout, j'espère que ça vous a plu.